On a déjà évoqué les moyens de paiement. Lorsqu'on faisait des règlements et autres, on évoquait les moyens de paiement sans en avoir vraiment vu le cours. C'est pour ça que une partie se fait rapidement, et notamment la partie qui serait importante, c'est la partie concernant la remise en cause de la TVA et l'exigibilité qui serait importante. Le reste, normalement, sauf les moyens de paiement qu'on n'a pas vus, qui sont les lettres de change avec l'escompte, non escompte, etc., qui, serait éventuellement qui va être à voir en plus avec nous. Donc, j'ai fait une petite introduction générale. Les moyens de paiement ne sont pas simplement euh, thèmes techniques, ils sont aussi le croisement de quatre logiques qui sont fondamentales. La première, les sanctions de la créance ou de la dette. Et de la dette, ça dépend chez qui on est évidemment. Une gestion de la trésorerie. Alors, gestion de la trésorerie, c'est lorsqu'on a besoin de trésorerie, on verra la partie comment on peut se compter et comment on peut se retrouver avec une mobilisation de liquidité avant. La règle d'exigibilité de la TVA, évidemment, il y a un problème de TVA lié à ce sujet concernant euh, la partie, comment dirais-je, euh, encaissement d'opérations concernant des prestations de services avec le fait générateur et la fiabilité des comptes à la clôture. Euh, voilà. Sachant que vous êtes dans une année de modification de référentiel, donc vous êtes la dernière année avec ce référentiel. Nous, on a vu les opérations en monnaie étrangère rapidement. On a vu des paiements, des gains ou des pertes de change, sachant que les gains et les paiements et les gains et les pertes de change vont continuer à rester dans le référentiel de ceux qui commenceront les épreuves en 2026 pour passer en 2027. Mais une partie qu'on n'a pas vue concernant les écritures d'inventaire, où on a les, les écarts de conversion actifs et passifs, où on a également, comment dirais-je, les provisions pour perte de change avec le compte 1515. Tout ceci va être supprimé du prochain référentiel. Donc, il faut peut-être s'attendre à que ça tombe. On a vu également dans les fois précédentes, je fais un petit topo que je passais les fois d'avant, que j'aurais pu faire à chaque fois. On a vu les fois précédentes également des opérations avec les emballages. Il faut savoir que les emballages ne va rester dans le référentiel que l'achat d'emballage, quelle que soit la nature de l'emballage pour nous, va rester dans le référentiel tout ce qui est consignation et déconsignation, mais va être supprimé du référentiel pour la rentrée 2027, la rentrée 2026 pour l'examen 2027, tout ce qui concerne les bonis ou les malus sur emballage. Donc, il pourrait être à penser que, comme l'emballage revient de façon un peu souvent en UE9 du TCG, que peut-être cette année, on aura un petit boni ou un malus sur emballage, parce que c'est la dernière année où on pourrait le mettre. Ce n'est qu'une simple analyse, je n'ai pas un pronostic, c'est qu'une simple analyse de mon côté. Bon, alors après, l'UE9, la difficulté ne réside pas dans l'écriture elle-même, mais dans la chronologie et dans la qualification juridique et fiscale de l'opération. Réflexe que vous devez avoir en DCG, qui est fondamental pour vous. Paiement est différent d'encaissement, qui est différent du fait générateur, qui est différent souvent de l'exigibilité de la TVA. Notion de moyen de paiement avec la base conceptuelle. Définition que je vous donne. Un moyen de paiement est un instrument permettant au débiteur de s'acquitter de sa dette envers un créancier, entraînant l'extinction juridique de l'obligation sous réserve d'incident. Alors, euh, on n'a pas entamé le thème des immobilisations, mais j'aurais pu l'entamer dans le thème concernant les achats et les opérations courantes. Un tiers peut se protéger contre un non-paiement de son client. Une façon de se protéger contre le non-paiement de son client, c'est d'être propriétaire du bien. Même si je l'ai vendu, j'en suis toujours propriétaire. C'est ce qu'on appelle, donc je le dis à l'oral, je ne le note pas, c'est ce qu'on appelle, quand on marque des moyens de protection, c'est ce qu'on appelle la clause de réserve de propriété. Qu'est-ce qu'une clause de réserve de propriété? C'est que le vendeur reste propriétaire de ce qu'il a vendu tant que le paiement intégral n'est pas intervenu. Et ce, quel que soit le lieu où se situe ce qu'il a vendu. Je donne comme exemple, je suis Michelin, restons français,
Je suis Michelin, je vends des pneus, on va rester français, à Renault. Renault ne me paye pas les pneus. Michelin peut venir après l'échéance et après avoir relancé Renault, récupérer ses pneus chez Renault. Clause de réserve de propriété. La propriété appartient à Renault, un peu à Michelin, tant que le paiement n'est pas intégral. Renault a vendu des véhicules, superbe, la marque va mieux. Elle a vendu des véhicules, c'est un peu d'humour. Et, euh, et les pneus, évidemment, ne sont plus chez Renault, c'est chez les clients de Renault. Michelin peut aller chez les clients de Renault, démonter les pneus, évidemment, si Michelin arrive à les identifier, ce qui est simple, pas simple pour des pneus, sauf s'ils sont numérotés, je ne sais pas, spécialiste du pneu. Et Michelin peut aller chez le client de Renault, récupérer ses pneus. Ils sont propriétaires, et ce, même si le client a payé Michelin, a payé Renault. Le client a payé cash Renault, mais Renault n'a pas payé les pneus à Michelin. Michelin peut les récupérer à tout moment chez Renault ou chez les clients de Renault. Je continue. C'est un élément important qui est la clause de réserve de propriété qui peut être notée dans une protection que peut avoir un tiers. Alors, entraînant l'exercice juridique et l'obligation sous réserve d'incident. Réserve d'incident, on verra, ben, c'est le non-paiement, le fait que le chèque revienne à payer. On verra ce process par la suite. Distinction essentielle, souvent implicite à l'examen. Paiement, la division, c'est l'acte par lequel le débiteur s'acquitte. L'encaissement, c'est l'entrée effective des fonds. Donc, il peut y avoir une différence entre le jour du paiement par le tiers débiteur et le jour où la personne qui reçoit les fonds les a effectivement sur son compte. Même si aujourd'hui, il y a les virements instantanés, ok, il y a dans les chèques, il y a une différence entre la date de remise de chèque en compte bancaire et la date effective de la disponibilité des fonds dans les comptes. Il y a le fait générateur de la TVA, événement qui déclenche la TVA, l'exigibilité, au moment où la TVA est due à l'État. Ces notions ne sont pas conformes, qui fait perdre des points rapidement, notamment le fait de ne pas savoir s'il y a une écriture de TVA qui s'ajoute. Classement des moyens de paiement. On a les moyens, ce qu'on appelle scripturaux, donc on écrit. Ce sont les chèques, les virements, les prélèvements. Il y a un moyen de paiement qui sont les espèces. Les effets de commerce, qu'on appelle aussi les moyens de paiement à date certaine, ce sont les moyens de paiement à date certaine. Alors, on verra par la suite, je peux même vous dire maintenant que la date n'est pas si certaine que ça. Donc ici, c'est l'échéance. Il faut savoir que les lettres de change, quels que soient les effets de commerce, lettres de change, billets ordre, lettres de change relevées, c'est un moyen de paiement qui représente une opération sur 1000 en France. Ça représente quasiment rien. Elle est souvent utilisée dans des secteurs d'activité particuliers, notamment essentiellement dans le bâtiment. Ça se fait entre le donneur d'ordre et le sous-traitant, etc. On ne va pas revenir dessus. Alors, et les moyens électroniques, carte bleue, paiement en ligne. La différence qu'il y a entre émettre un chèque et émettre un, un effet de commerce. L'effet de commerce, on peut l'émettre aujourd'hui et mettre une date dans 3 mois. Un chèque, vous le remplissez aujourd'hui, vous marquez fais-le et vous mettez la date dans 3 mois, donc c'est-à-dire vous mettez fais-le 12 avril, même le 11 avril, excusez-moi, parce que vous voulez que votre fournisseur encaisse ce chèque le 11 avril. Le chèque, il ne peut pas être antidaté. Dès que le chèque est signé, il est encaissable. Donc même s'il y a un accord, votre fournisseur peut l'encaisser avant. La lettre de change, on nous dit qu'à la date certaine, c'est-à-dire que moi, la date de paiement que j'ai mis, c'est la date à laquelle je veux payer. Je dis, je vais me dire précisément, théoriquement payer. En France, vous émettez un chèque, il revient à payer, vous êtes interdit bancaire et vous êtes fiché. Si vous ne régularisez pas, vous êtes fiché pendant 5 ans. En France, vous émettez un effet de commerce, il revient à payer. Il y a des fichages, oui, il y a plutôt une notation dessus, mais vous n'êtes pas interdit à émettre de nouveaux effets de commerce et vous n'êtes pas interdit à mettre des chèques. Des chèques,
Et la propriété, le chéquier, votre chéquier que vous avez avec vous, si vous en avez un, il appartient à la banque. Il ne vous appartient pas. C'est-à-dire que si vous êtes en interdiction bancaire d'émettre des chèques, la banque va vous réclamer votre chéquier. Et vous êtes obligé de le restituer. Vous pouvez dire que vous l'avez perdu, etc., etc., oui. La banque va considérer comme étant perdu. Vous retrouvez votre possibilité d'émettre des chèques, vous dites, ah, j'ai mon chéquier, je l'utilise. La banque va considérer qu'il est perdu et rejettera tous ces chèques par la suite. Vous avez une incidence sur un effet de commerce. L'effet de commerce n'appartient pas à la banque, c'est un des documents que vous achetez vous. Ils vous appartiennent. C'est-à-dire qu'à la banque, elle ne peut pas vous demander de les restituer. Donc vous continuez à être en possession d'eux, vous continuez à pouvoir en émettre. Quand vous faites un chèque, je fais un chèque de 26 000 euros pour la société Alpha, dans quasiment toutes les banques. Si le chéquier n'est pas couvert par mes fonds ou par éventuelle autorisation découvert, la banque rejette l'opération bancaire. La lettre de change arrive à échéance, on me le soumet. Donc le client, on lui dit, voilà, vous avez une présentation de lettre de change échéance telle date pour tel fournisseur à un montant de temps. Est-ce que vous voulez payer? On vous demande l'autorisation de payer. Alors que le chèque, une fois signé, c'est fini. Alors que la lettre de change, vous avez beau la signer, on vous demande l'autorisation de payer à peu près 10 jours avant. Moi, j'ai deux choix. Je réponds pas. Enfin, j'ai trois choix. Je réponds pas, la banque paye. Je réponds, je dis oui, la banque paye. Donc ne pas répondre ou dire oui, vous avez compris, ça revient à la même chose. Paye s'il y a des fonds, évidemment, je pars du principe qu'il y a des fonds. Je ne veux pas payer. Je veux payer dans un mois. Je marque échéance et je recule d'un mois. La banque ne peut rien me dire. J'ai le droit de le faire. C'est pour ça que date certaine, c'est pas si certain que ça. Je dois 26 000 euros. Je regarde la même créance qu'avant, ou la même dette. Je dois 26 000 euros. Je n'ai pas les moyens de payer 26 000 euros, mais je veux payer. J'ai les moyens de payer 12 000. Je raye et je marque 12 000. Je valide un paiement de 12 000. La banque va payer 12 000. Et je ne suis pas interdit bancaire, je ne suis pas fiché. Parce que j'ai demandé à payer que 12 000. Donc cette garantie vis-à-vis du fournisseur, elle est petite, hein. Ce n'est pas le meilleur moyen de paiement ni la meilleure pression. Cette lettre de change, elle a une particularité par rapport à tous les autres moyens de paiement, c'est qu'elle est cessible entre différentes personnes. Donc moi, je suis la société A, j'ai vendu quelque chose à la société B, qui a vendu à la société C, qui a vendu à la société D. D veut payer C avec une lettre de change. C a plusieurs possibilités. Elle peut l'encaisser, elle peut l'escompter, on verra l'intérêt de l'escompte, ou elle peut le céder à B. C'est-à-dire que c'est B qui va encaisser. Vous voyez, ça s'oppose à un principe comptable, qui est le principe de non-compensation. Ici, on va compenser des dettes et des créances. C'est complètement interdit en comptabilité, mais l'effet de commerce n'est pas du droit comptable. Donc, cette possibilité s'offre à nous. Donc, je peux céder à mon client B, à mon fournisseur B. Le B dit, je veux payer mon fournisseur A, je lui cède mon effet de commerce. Donc D a fait un effet de commerce à C, C l'a cédé à B et B l'a cédé à A. Donc A étant le dernier détenteur de cet effet de commerce, A pourra l'encaisser. S'il y a des fonds, on va rester sur A. A a plusieurs possibilités. Soit elle attend l'échéance pour l'encaisser, soit elle escompte pour avoir de la trésorerie plus tôt. Et je vais redérouler mon cours après, mais je vous donne les grandes lignes. Pourquoi j'aurais intérêt d'escompter? Quel est l'intérêt pour moi d'escompter un effet de commerce auprès de la banque? Pour avoir des liquidités plus tôt, moyennant des intérêts, etc. Je peux escompter un effet de commerce. Mon intérêt majeur pour moi est d'avoir des liquidités pour pouvoir payer des échéances. Vous verrez plus tard, quand on serait en deuxième année de DCG, certains l'ont peut-être vu déjà, il y a une notion que vous allez voir en droit des sociétés, ce qui est l'état de cessation de paiement. Une société est en état de cessation de paiement si, avec son actif disponible, elle ne peut pas payer ses dettes exigibles. C'est-à-dire que moi, je dois payer quelque chose, mes salariés, mes fournisseurs, si je ne peux pas les payer avec ce que je dispose, donc avec les liquidités de mon compte en banque, et que ces tierces personnes le font constater, je suis dans ce qu'on appelle un état de cessation de paiement. Et vous verrez, en droit des sociétés et des affaires qui s'appelle comme ça, cette année, l'année prochaine, ou si vous l'avez déjà vu, les conséquences de ceci.
Donc, pour éviter les conséquences, au mieux que j'escompte cette traite à la banque. Première possibilité et premier choix intéressant. Même si je ne suis pas en cessation de paiement, ou si je ne veux pas être en cessation de paiement, le taux d'intérêt de l'escompte est plus faible que le taux d'intérêt du découvert bancaire. Ça coûte moins cher. Donc, il est préférable de le faire. Mais si la lettre de change revient à payer, donc ça, c'est du droit des sociétés que vous verrez également, il y a ce qu'on appelle le droit cambiaire, c'est-à-dire que la banque va se retourner contre A, parce que A a déposé, il va lui demander de payer. Donc, généralement, elle va prendre l'argent sur son compte bancaire s'il y en a. La banque peut se retourner contre B, parce que B l'a eu entre ses mains et l'a cédé, peut se retourner contre C, parce que C l'a eu entre ses mains et c'était le dessinateur, c'était le tireur initial et l'a cédé, et peut se retourner contre D, qui est le tiré, celui à qui on doit prendre l'argent. Ici, je vous donne des mots importants. Tiré, c'est celui qui va payer en premier. Tireur, ce sont les successifs qui sont là pour prendre l'argent au tiré correspondant à une dette qui est due. Voilà les mots les plus importants que je vais reprendre. Certains redéfinir, d'autres non, parce que je ne reviendrai pas sur la partie droit, parce que ce n'est pas la notion qu'on doit voir. Cadre comptable du PCG. Alors nous, on doit se baser sur tout ce qu'on fait sur le PCG et l'autorité des normes comptables, l'ANC. Donc ici, on est en ANC 2004, de l'année 2014, 03. On a eu depuis, mais nous, pour ce qu'on va voir, on est celui-ci. La classe 5 on regroupe plusieurs comptes. Je les ai pris les plus importants pour nous. Le compte 512 banque. Le compte 53, 530 caisses, on peut le subdiviser comme vous voulez. Le compte 511, valeur à l'encaissement, quand on met des chèques 511,2, entre autres. 51,3, 51,13, pardon, chèque, effet à l'encaissement. Et pour finir, 51,4, effet à l'escompte. Il nous reste le compte virement interne lorsqu'il y a des mouvements de fonds entre deux comptes bancaires de la société. De comptes de trésorerie, banque-caisse, caisse-caisse ou banque-banque. Ces comptes servent à respecter la séparation des dates. Les moyens de paiement, je fais un petit topo dessus. Les scripturaux, le chèque, principe juridique, c'est un instrument à vue, c'est-à-dire que je ne peux pas antidater un chèque, c'est ce que je dis tout à l'heure. Le paiement est exigible immédiatement, mais pas garanti. Comptabilisation directe, cas simple. Banque, client à 411. Le client me paye sa dette, donc 512, 411 pour 2000 euros. Acceptable si l'encaissement est immédiat. Sinon, si on a des chèques à encaisser, on passera par le compte 5112, chèque à encaisser. Donc, il faut que l'examen, qu'on vous dise que c'est chèque à encaisser, le mot chèque à encaisser s'utilise très peu. Normalement, on utilise un chèque à encaisser. Je vais vous dire dans quel cas de figure. Alors, c'est pas pour la petite structure de alpha bêta, parce que la petite structure alpha bêta va prendre ses chèques et va le déposer. C'est lorsque on est normalement dans un groupe, dans une structure de taille un peu plus que moyenne, et que c'est pas nous qui déposons le chèque, que c'est une banque qui envoie un coursier chez nous récupérer les chèques. Donc, on émet un bordereau qui est un bordereau de chèques à encaisser. Le coursier passe et vérifie que le bordereau est conforme aux chèques qui sont. Donc, il va aller, il les prend. Ces opérations seront validées 1 ou 2 jours après. Donc, on va passer par chèque à encaisser et après par banque, une fois la banque aura validé ceci. Donc, il y a toujours un délai d'attente. Donc, c'est pour éviter dans des gros groupes que les gens se déplacent ou on reçoit des chèques dans un lieu où l'établissement bancaire n'est pas dans cette ville pour des raisons diverses. On va pas se déplacer et courir dans toutes les villes pour le faire. Il y a généralement un coursier qui vient pour ça. Voilà à quel moment on utilise chèque encaissé. Dans ce que j'ai fait concernant, j'ai mis cas simple parce que je ne pars pas du principe où il y aurait un fait général, où il y aurait la TVA concernant une prestation de service. Si c'était une prestation de service, il aurait fallu que je fasse ressortir la TVA, ici collectée et annulée la TVA régularisée.
Je vous rappelle, lorsqu'on a un montant TTC et je veux le montant hors taxe, et le montant de la TVA, pardon, quand on a un TTC, on veut le montant de la TVA, le calcul le plus simple, c'est de faire la division par 6 lorsque la TVA est à 20%. Donc pour 2000 euros, la TVA sur 2000 euros, c'est 333,33 en faisant la division par 6. C'était pas ce que je voulais faire ici. Alors, euh, on y va sur l'exemple pour ici. Fortement recommandé à la clôture, chèque reçu le 29/12 et il sera encaissé le 3 décembre. Donc ici, comme ça, on respecte l'indépendance des exercices et l'image la plus fidèle. Je n'ai pas cet argent en trésorerie pour l'instant, donc on peut le faire même si on n'est pas sur la clôture. Donc au 29 décembre, je vais solder le compte client et chèque à encaisser pour 2 400 euros. Et lorsque les chèques encaissés seront positionnés sur le compte, je vais solder le compte chèque encaissé au compte banque pour la même somme. Alors, pareil, si le fait générateur, si, pardon, je suis dans une prestation de service, ce qui va donner naissance à une TVA collectée, c'est pas le compte chèque encaissé, c'est le compte banque. Donc ici, attention, si l'opération concerne un chèque suite à une prestation de service. La TVA sera collectée lorsque le compte 512 sera débité, c'est-à-dire lorsque les fonds seront réellement sur le compte. Enfin, réellement, théoriquement. OK pour cette partie. Et donc tout ceci suit une logique comptable qui dit le chèque est une valeur en circulation, pas encore de la trésorerie disponible. Voilà ce qui explique le fait qu'on passe par chèque à encaisser. Si le chèque est rejeté, alors, si il est rejeté, normalement, il est en banque. 512 banques à client. La créance renaît intégralement. Maintenant, si le rejet du chèque, je n'ai jamais vu ceci en DCGUE 9, mais ça fait partie des notions qu'on doit avoir. C'est pas parce que ça ne tombe pas à l'examen qu'on doit être fermé en termes de compétences à connaître. Si le rejet du chèque entraîne des frais par notre banque, pourquoi ça peut entraîner des frais? Ben, il peut prendre des frais de nous restituer le chéquier, pardon, le chèque impayé parce que le chèque impayé revient chez nous, etc. C'est 51,12, je vais modifier, Julien. Non, chèque encaissé, c'est 51,13. 51,12. 51,13, c'est remise des faits à l'escompte. 51,13, c'est remise des faits à l'encaissement. 51,14, effet à l'escompte.
et 51,12 chèque encaissé. Je m'étais trompé sur le premier compte que j'ai mis. Donc, si le chèque est à notre banque, alors on doit. Pourquoi je peux plus écrire? Alors on doit comptabiliser. Je l'avais mis dans la conversation, ce que je veux dire. Comptabiliser les frais dans le compte 512, dans le compte 627. Les frais seront normalement refacturés au client en annulant les frais, donc 627 au débit, au crédit. Avant, c'était pas comme ceci qu'on faisait, mais la loi de finances, enfin, le plan comptable 2025 n'autorise plus les transferts de charges qui n'existent plus. Alors, on va reprendre le cas et on dit, en réalité, reprenons le cas du rejet. Et la banque nous facture 25 € hors taxe de frais. Chèque rejeté. L'écriture va être comme ceci maintenant. 411, 627, 44 566 à 512. Client pour 2400, 627 services bancaires pour 25 euros. On aura la TVA. TVA déductible sur autres biens et services pour 5 euros. Et la banque va nous retirer le montant total de 2430. Comme vous pouvez le constater, je viens de perdre 30 euros alors que je suis responsable de rien. Normalement, si mon client est un bon client, je me tais, je ferme ma bouche et je dis rien. Si c'est un client lambda, je vais essayer de lui réclamer des frais. Je vais lui montrer que j'ai payé 30 euros et je réclame les 30 euros. Donc, refacturation au client des frais bancaires suite à impayé. 411 clients pour un montant total de 30 euros. 627 services bancaires. Avant, on utilisait dans les vieux sujets, dans les anciens plans comptables qu'on avait, on utilisait le compte 791, transfert de charge, je transférais une charge dans un autre compte pour 30 euros, pour 25 euros, pardon. Et ma TVA, j'annule ma TVA déductible sur autres biens et services pour
5 euros. Ce n'est pas moi, donc, en regardant ceci, ce n'est plus moi qui supporte les frais. Donc, je rappelle, ça se fait. On est en droit de le faire. Si c'est un client important pour moi, je ne le fais pas. Si c'est un nouveau client et je veux garder et je veux capter ce client et le garder, je ne le fais pas. Après, c'est l'entreprise qui décide. Elle est en droit de le faire. Tout dépend de sa position vis-à-vis de ce client et l'importance que peut avoir ce client. Je ne paierai pas un client, vous comprenez, pour 25 euros. Parce que la TVA, je la récupère. Je ne perds pas un client pour 25 euros. C'est stupide. Personne ne fait ça. Virement bancaire, je peux continuer. Évidemment, dans tout ce qui est fait là, je ne tiens pas compte du cas où c'est une prestation de service, où il fait régulariser la TVA, il faut revenir sur la régularisation. On verra ça après, lorsqu'on sera sur les applications. En termes de comptabilisation, lors d'un virement, je fais tout ceci côté du fournisseur, côté client. C'est le même parallélisme. Comptabilisation en cas ordre irrévocable donné par le débiteur à sa banque. Comptabilisation 512 à 411, 3600, 3600. Évidemment, s'il y a des fonds, le virement passe. Il n'y a pas de fonds, le virement ne peut pas passer. Aucun compte transitoire requis si la date bancaire est connue. Prélèvement bancaire. Le principe paiement initié par le créancier avec un mandat qui a été accepté. Chez le débiteur, eh bien, il va solder la dette fournisseur 401 fournisseurs pour 1200 éventuellement et 512 banques pour le montant du paiement. Et évidemment, quand on est chez le créditeur, donc chez le fournisseur, on mettra 512 banques à 411 clients pour le fameux 1200 qu'on ferait l'écriture qu'on a pu avoir juste au-dessus. Le compte 580 ou 58, virement interne. À quel moment on utilise le compte virement interne? C'est un compte de liaison obligatoire lorsqu'un mouvement interne n'est pas simultané. Donc, on ne peut pas retirer l'argent d'une caisse et le mettre dans la banque au même instant. Il y a un décalage qui existe du fait que je dois faire le mouvement d'aller jusqu'à la banque pour déposer ceci à la banque. La même chose est faite lorsque je retire des fonds de la banque et je le mets dans des espèces pour le mettre dans un autre dans ma caisse. Entre le fait d'aller à la banque et retirer les espèces et le mettre dans ma banque, il y a un laps de temps. Quand je fais un virement de deux comptes bancaires m'appartenant, ce qui était valable avant, entre l'ordre de paiement et la réception des fonds, avant, il y avait 24 heures à peu près. Donc, je faisais un virement le lundi 12 janvier. Je virais de mon compte bancaire dans une banque Alpha à une autre banque G Beta. Eh bien, le 12, j'étais débité de mon compte Alpha qui faisait le virement et je recevais les fonds le lendemain dans mon autre compte. Comme s'il y avait, c'était pas fait au même instant, on devait utiliser le compte 58. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, quand il y a un virement instantané, est-ce qu'on peut utiliser le compte 58 ou deux comptes bancaires? Théoriquement, on ne peut pas nous pénaliser si on utilise deux comptes bancaires. Si le virement est instantané, ce qui répond au fait qu'il n'y a pas de délai, qu'il y a pas de délai d'attente, il y a fait que ça soit coordonné, il n'y a pas de délai d'attente, même si c'est 10 secondes. La plupart, c'est 10 secondes, 10 à 20 secondes d'attente, c'est considéré comme étant nul. Donc, dans ce cas-là, un virement entre deux comptes bancaires est acceptable sans compte 580. Donc, je vais rajouter juste avant de faire la suite, ici, attention. Si, parce que les virements instantanés, c'est récent. Si le virement est instantané. On peut donc considérer que l'opération au débit d'un compte et au crédit de l'autre établissement bancaire se font au même moment, d'où possibilité de ne pas utiliser
le compte 58, virement interne. Alors, dans les ouvrages qui existent aujourd'hui, ce n'est pas évoqué. Pourquoi ce n'est pas évoqué? Parce que les virements instantanés datent de l'année 2025. Et donc, c'est tout récent. Les ouvrages n'ont pas été mis à jour là-dessus, ce qui veut dire que si on a des formateurs qui, comment dirais-je, qui ne sont pas des professionnels, qui sont des enseignants, n'ont pas vu ce cas de figure en entreprise ou en cabinet. Et donc, pour eux, ils se basent sur tout ce qu'on a toujours pratiqué, passant par un compte virement interne. C'est-à-dire que moi, j'aurais été un étudiant à l'examen, comme vous allez l'être dans quelques mois, je vais utiliser le compte 580 virement interne. Je ne prends pas le risque. Je fais deux écritures au lieu d'une, mais je ne prends pas le risque. Par contre, ce qui peut faire le fun et le plus, je dis, alors sauf si on a deux dates différentes, hein. Si on a débité du compte bancaire à la banque Intel le 12 et crédité à la banque Intel le 13, je dis rien. Mais si j'ai marqué 12 et 12, je marque, et j'aurais pris l'audace de mettre ceci en disant, on considère que c'est un virement instantané. Qui dit virement instantané nous dit possibilité de ne pas utiliser le compte 580. Et donc, moi, j'aurais mis en plus, on aurait pu passer l'écriture directement, c'est-à-dire que je passe une écriture de plus. Donc, quel est l'impact? Je ne prendrai pas de points sur l'écriture comptable en plus, hein. C'est barémé, c'est l'écriture vaut un point ou sur, sur 200, enfin sur 100, où elle vaut 2 points sur 100. Je ne sais pas le barème, la difficulté que peut avoir cette écriture comptable, j'aurai le point. Par contre, une erreur un peu plus tard, j'ai montré au jury que j'étais à jour, au double correcteur que j'étais à jour et que je savais ce que je faisais, et que peut-être après c'est une petite maladresse, alors que j'ai un niveau bien supérieur à cette petite maladresse. On peut normalement attribuer des points en plus, c'est ce qu'on nous dit lors de la correction, d'être bienveillant si quelqu'un a donné plus de réponses que prévu, ne pas pouvoir ajouter des points sur cette même question parce qu'on ne peut pas, parce on est limité, chaque question a un point, a des points en face. Par contre, on a la liberté de le faire plus tard. Et pour vous dire, cette liberté, on l'utilise tous normalement. Mes binômes, à chaque fois que je les ai vus, que ce soit en compta ou en contre-gestion ou en DSCG, en management de contre-gestion ou compta audit, on a toujours ajouté des points lorsqu'on a pu. Alors, exemple d'un virement de banque à caisse, plutôt d'un retrait d'espèces de la banque pour être mis à la caisse. Donc, je vais de la banque à la caisse. Donc, première opération, c'est le fait de retirer. Donc, 580 virements internes à 512 banques, je retire 1000 euros de la banque. 58, 580 ou 581, ce sont tous des comptes 58 et des sous-comptes du compte 58. Quel que soit le compte que vous utilisez, ça reste tout bon, ne se formalise pas dessus. En J+1, la banque reçoit les fonds, donc 530 à 580 pour 1000 euros, virement interne. Erreur éliminatoire, passer directement 512 à 130 alors que les dates sont différentes ES. Donc moi, dans mon cas de simultané, vous comprenez que ça s'autorise et ça doit être bon. Ça n'apparaît dans aucun manuel, mais on devrait théoriquement vous accorder les points pour ceux qui le font. Mais je vous dis, ne prenez pas ce risque. Maintenant, on va voir les effets de commerce en 5. Lettres de change relevées. À la création des lettres de change relevées, alors j'ai une créance quelconque, la créance client disparaît. J'ai pris le Alors, sur compte. le, Oui, par rapport aux premières écritures, ce n'est pas un prélèvement de la banque vers la caisse? Si oui, pourquoi le compte de la là, banque figure au crédit et non celui de la caisse? je Ok. retire l'argent de la caisse je retire l'argent de la caisse pour aller en banque. Le débit, ce sont les flux rentrants. Le Oui, crédit, ce sont les flux sortants. J'ai mis le compte 512 au crédit pour dire sort de mon compte bancaire 1000 euros. Ce 1000 euros qui sort de mon compte bancaire va rentrer dans un virement interne. Donc là, ça va au débit du compte 58, c'est virement bien. interne. C'est bon, merci monsieur. D'accord? Oui, c'est Le jour suivant, je sors l'argent de mon virement interne. Donc je sors de mon compte virement interne pour le mettre dans le compte où ça arrive, les fonds. Les fonds sont déposés dans ma banque 530 ou 531, que c'est caisse générale ou autre, ça ne m'intéresse pas. C'est pas très important, le sujet vous le dira, mais 530 est toujours bon. Caisse.
C'est bon pour vous? Évidemment, je ne l'ai pas Évidemment, je l'ai marqué, pas marqué, mais ça va de mais ça va de soi. soi. Mettre en rouge quand Mettre en même, rouge parce que quand j'aurais même. dû se faire. Faire Attention, attention. en rouge, en rouge. Attention. Le compte 580 après la double opération du retrait et du dépôt, du retrait ou du virement et du dépôt, arrivé du virement, doit être soldé. Donc ça, c'est une erreur qu'on ne peut pas voir. Il faut absolument, quand on vous demande de faire cette opération, le compte 512 doit être automatiquement soldé. S'il n'est pas soldé, c'est que vous montrez au jury que vous n'avez pas compris. Le seul cas où ça ne pourrait pas être soldé, et on n'en jamais, je ne pense pas avoir vu ceci à un examen, c'est que vous avez retiré à la banque 1 000 € le 31 décembre. Le 1er janvier, vous n'avez pas travaillé, vous le déposez à la banque, à la caisse le 2 janvier. Principe d'indépendance d'exercice, yes, le compte 58 n'est pas soldé. Mais faut pas, on n'est pas là pour vous embêter là-dessus, ni vous noyer sur une information auquel vous n'auriez pas travaillé en cours et vous déstabiliser là-dessus. C'est peu probable de voir ça et je ne pense pas. Après, on continue sur le reste. Effet de commerce, donc lettre de change, 413 clients, effet à recevoir, 411 clients, et je sonne la créance client. Alors, si vous avez un plan comptable avec vous, vous avez la même chose côté fournisseur. Côté fournisseur, c'est 403 fournisseurs, effet à payer. Vous avez aussi un compte 405 fournisseurs d'immobilisation, effet à payer. Donc, côté fournisseur, il y en a deux, 403 et 405. 403 si c'est lié à un fournisseur de charge, 405 si c'est lié à un fournisseur d'immobilisation. Donc, 401 se transforme en 403 et 404 se transforme en 405. Donc, la confusion entre 403 et 405 est pénalisable à l'examen. Remise à l'encaissement. Que veut dire remise à l'encaissement? C'est-à-dire que le fournisseur va attendre la date d'échéance pour obtenir les fonds. En vérité, il y a des jours bancaires, on doit théoriquement déposer J-10, il y a 10 jours avant l'échéance, la LCR. Alors, la lettre de change ou la lettre de change relevée ou la lettre de change papier est un moyen de paiement entre commerçants, entre sociétés. C'est-à-dire que Bouygues ou Renault, je vais reprendre mon exemple tout à l'heure, Renault, pardon, pouvait payer euh, Michelin les pneus par lettre de change. Le paiement est effectif le jour où la lettre de change est payée. Sinon, la créance apparaît toujours dans d'autres comptes. Moi, je n'ai pas le droit de faire de lettre de change. Vous n'avez pas le droit de faire de lettre de change. Par contre, un moyen de paiement que je n'évoquerai pas, mais c'est le principe est le même, la comptabilisation, vous avez le droit de faire des billets à ordre. Le billet à ordre est autorisé pour des particuliers. Moi, je peux aller demain chez Renault, acheter une voiture et je fais un billet à ordre en disant, je te paye dans 4 mois. Si dans les cours de droit que vous avez vus ou dans l'expérience que vous avez pu entendre dans votre vie,
Vous avez toujours entendu que tout moyen de paiement qui n'est pas marqué, tout moyen de paiement comme étant indiqué comme interdit pour une transaction est de fait autorisé. Donc quand j'arrive chez Renault, si c'est pas marqué que je n'ai pas le droit de payer par billet à ordre, je peux payer par un billet à ordre. On ne le fait pas, certes vrai. Il faut connaître tous les éléments et toutes les mentions obligatoires du billet à ordre, mais je pourrais le faire. D'accord? Je vais vous donner un fait. Il y a à peu près une trentaine d'années, même un peu moins, je crois que ça devait être en 97 ou 98. On n'est pas arrivé encore à 30 ans. J'ai mangé au restaurant avec des collègues et je leur ai dit, si vous voulez vous payer en espèces, et moi je paye pour tout le monde. Je vais payer par un billet à ordre. C'était un jeu simplement. Je voulais m'amuser. Donc j'ai fait un billet à ordre. Donc le responsable du restaurant me dit, Monsieur Martinez, monsieur, je crois qu'il me connaissait aussi, je comprends pas ce que vous avez fait, etc. Je lui ai dit que c'est un moyen de paiement. Je lui ai expliqué un peu le procès de ce moyen de paiement. Je leur ai dit, c'est marqué nulle part que je vous refusez ce moyen de paiement. À défaut de l'avoir indiqué, c'est-à-dire j'ai le droit d'utiliser. Et donc on avait tous bien mangé, certains avaient bien bu. Donc moi, je prends pas d'alcool. Euh, je prends plus. J'en prenais un peu, mais très modérément. Et j'ai dit, date d'échéance, j'avais mis 2 mois. Je vous rappelle que 10 jours avant la date d'échéance, monsieur, vous devez remettre le billard dans votre banque pour avoir les fonds. Est arrivé ce que je pensais, c'est qu'il a complètement oublié de mettre le billet à ordre à l'encaissement. Il n'a jamais mis ce billet à ordre à l'encaissement et j'ai jamais payé la note de restauration. La seule chose que j'ai fait, c'est que bah, comme j'avais eu l'argent de mes copains ou collègues, on a été manger à un restaurant, j'ai payé pour tout le monde pour ne pas garder l'argent des autres qui est malsain. D'accord? Je ne peux pas profiter de l'argent. Moi, j'ai pas arnaqué le restaurateur, c'est lui qui n'a pas su faire. Mais par contre, j'ai rendu indirectement l'argent à tout le monde. Ne faites pas ça chez Renault, hein. Renault n'accepterait pas. À l'échéance, s'ils sont assez malins, même si on n'a pas le droit de le faire. À l'échéance, je reçois les fonds. Le compte 5113 est fait à encaisser ce solde et je reçois les fonds 512 banques. La banque va me prendre des frais pour manipulation de documents. Donc moi, j'ai marqué que le service bancaire était à 10 euros, donc la banque va me prendre 10 euros hors taxe. Avec la TVA, 2 euros. Donc la banque va me prélever 12 euros au total sur les 5 000. Donc je vais encaisser 4 988 euros. L'effet revient à payer 411 413 parce que... non, pas 411 413, 512. 512 banques à clients. Pour 5 000. Pareil que tout à l'heure, j'ai perdu des fonds. La banque m'a prélevé des frais. Donc, possibilité pour moi de faire une facture à mon fournisseur en disant tu me dois 12 euros. À cause de ton impayé, j'ai eu 12 euros de frais, je te les facture. Même principe que tout à l'heure, c'est un geste commercial. Si cette facturation de 12 euros peut me porter préjudice à l'égard de mon client, si cette facturation de 12 euros peut me faire perdre un client, je suis pas stupide, je le fais pas. Donc après, c'est chacun qui est libre de faire ce qu'il veut et quand il veut. Dans l'absolu, on peut le faire, mais ça ne se pratique pas. Vous verrez, l'année prochaine, quand vous serez en comptabilité approfondie, ou ceux qui vont suivre des cours de comptabilité approfondie plus tard, quel est le principe qu'on appelle d'abandon de créances, qu'on peut faire un geste commercial pour mes clients, pour les conserver. On leur dit, voilà, tu ne payes pas, je te réduis ma dette. Il y a plusieurs choses qui existent. Vous verrez ça l'année prochaine. Autre possibilité qui s'offre à moi, je le remets à l'escompte. Je rappelle que je remets un effet à l'escompte si jamais j'ai besoin de liquidité plus tôt. Dans ces liquidités, la banque va me compter des agios, des intérêts d'escompte, c'est-à-dire le fait de mobiliser une créance plus tôt. J'aurais dû encaisser ceci le 31 mars. J'ai demandé aujourd'hui, le 11 janvier, d'avoir les fonds. La banque va mettre les fonds sous un traitement de 5 6 jours, on va dire le 16 janvier. Le 16 janvier, j'aurai les 5 000 euros. Mais elle va me dire, Monsieur Martinez, moi, je vous avance l'argent. Je vous fais un crédit. Je veux vous compter des intérêts de crédit. Donc, des intérêts de vous avancer l'argent, qui est des agios.
Donc, elle va me compter les intérêts sur 5 000 € entre la date d'échéance prévue le 31 mars et le jour où je dépose à la banque. Donc, dans mon exemple, c'était à peu près 46 jours. Elle va me compter les intérêts sur... Non, 76 jours. Elle va me compter les intérêts sur 76 jours. Le taux d'intérêt bancaire d'escompte est plus faible que le taux découvert. Donc, j'aurai tout intérêt. Et je vous rappelle aussi que si je peux pas faire de paiement, de moyen de paiement, je peux être mis en cessation de paiement. Donc, elle va me coter 100 € d'agio. Et sur les agios, je vais préciser ici, sur les agios, en rouge et en majuscule, et en gras, sur les agios, entre parenthèses, les intérêts, il n'y a jamais de TVA. Donc, je pense avoir oublié de le mettre en bas. J'ai oublié, je pense. Ouais, j'en suis sûr. Une des erreurs qu'on voit à l'examen, c'est les étudiants qui comptent sur les escomptes, sur les agios, de la TVA. Sur les 100 €, il n'y a pas de TVA. Sur les frais de manipulation, donc sur le service bancaire que me fait la banque, il y a de la TVA. Donc, s'il va se traduire par ceci, alors j'étais simple, j'ai continué à mettre, j'ai continué à mettre, il manque que une écriture comptable. Effet escompté, ça va être donc 5114 effet remis à l'escompte pour 5 000 €. Et je solde le compte 4113 client et faire recevoir pour 5 000 €. Ça, c'est le jour où on dépose à la banque le bordereau de remise à l'escompte de mon effet de commerce. Après, on reçoit l'avis de crédit. Ça, c'est l'avis de crédit, avis de crédit. La banque nous met l'argent sur les comptes. Avis de crédit. Alors, ici, il y a une notion qui est importante à ne pas se tromper. Si j'ai fait une prestation de service, la TVA, enfin, le fait générateur pour que cette TVA devienne sur ce que j'ai fait moi, collecté, c'est l'échéance de la traite, de la lettre de change. C'est-à-dire ce qui était prévu à l'échéance. Si je l'escompte, la TVA est collectée uniquement ce qui était marqué dans l'échéance. C'est-à-dire que j'avais une échéance le 31 janvier, le 31 mars, pardon. J'ai escompté ma traite le 13 janvier. J'ai reçu les fonds le 17 janvier. Il n'y a pas de TVA collectée. Parce que l'échéance prévue est 31 mars et je ne sais pas si elle sera payée. Elle peut être impayée. La TVA est due seulement si l'encaissement est réel. Alors quand j'ai escompté, je ne peux pas savoir s'il y aura un impayé. Et donc, tant que je n'ai pas cette certitude, la TVA n'est pas collectée. Donc on va rajouter ceci en rouge. Pareil, je n'ai jamais vu cette particularité, cette difficulté en UE9 du DCG ni aucune autre UE du DCG, mais c'est un élément que vous devez connaître. Même en UE4 du DCG, sur la TVA, le cours de la TVA, on n'en parle pas, mais c'est une notion qu'on doit nous connaître en termes d'écriture comptable qui pourrait tomber. Quand on a eu des cas d'encaissement ou de remise à l'escompte, c'était toujours sur la vente de biens. Ils ne sont jamais aventurés sur une opération liée à, comment dirais-je, à, à une prestation de service, mais ce n'est pas interdit, hein. C'est à vous de réfléchir. Donc on va le noter. Attention.
si euh, le paiement par lettre de change relevée concerne une prestation de service sans option, alors, lors de la remise à l'encaissement et si le paiement est validé, alors la TVA sera collectée. Point. Par contre, en cas d'escompte, pas de TVA collectée lors de l'avis crédit, mais seulement après l'échéance de la LCR si cette dernière ne revient pas à payer. Je, je n'ai jamais vu ceci, mais qui peut le plus, peut le moins. Voilà, on avait, je vais répéter, en compte approfondi, on n'avait jamais vu depuis les années 90, on n'a jamais vu de révélation libre et c'est tombé en 2025. Donc, dire ça fait 35 ans qu'on l'a pas vu, ça peut pas tomber. Tout ce qui est dans un référentiel peut tomber. Et cette notion, vous devez la connaître. Alors, il n'y a pas d'application dessus, il n'y a rien, parce que comme c'est jamais tombé, ils l'ont pas fait. Et il faut vous dire que dans les ouvrages, on est sur le mode économie. Plus on en met, plus ça coûte cher. Et plus ça coûte cher, si le concurrent peut vendre moins que nous, on est dans une difficulté pour vendre. Donc, on est sur aussi une notion d'économie de coût pour faire nos ouvrages, nos impressions. Je peux continuer. Espèces et contrôle de caisse. C'est une obligation qui nous est due. Encaissement des espèces. Alors, j'effectue une vente, je paye au comptant. Oula, ok. Donc, on peut valablement mettre 530 caisses, 707, 44, 71. Si c'est un paiement en comptant en espèces, ça nous l'admet. Contrôle de caisse, le solde du compte 530 doit correspondre à la caisse physique. Donc, on se doit de vérifier ce qu'on a dans la caisse, si ça correspond à vraiment ce qu'on a dans notre comptabilité. Le compte caisse, le compte caisse doit toujours présenter un solde débiteur ou nul. On ne peut pas avoir de solde créditeur à la caisse. On ne peut pas dire à la caisse, j'ai moins 25 euros en caisse. On ne peut pas prendre une caisse plus qu'on a. Le seul solde créditeur qu'il peut avoir dans les comptes de trésorerie, c'est la banque. Point final. Les comptes caisse, c'est impossible. Si vous avez un compte caisse qui est créditeur, il y a une anomalie dans ce qui s'est passé. Je ne sais pas laquelle. C'est pas moi qui dois vous donner la raison pour laquelle il y a une anomalie, mais automatiquement constatation d'une anomalie. On a fait je vais faire un petit topo maintenant sur le fait générateur. Vente, c'est c'est important pour nous pour les écritures. Vente de biens, le fait générateur, c'est la livraison. L'exigibilité, c'est la livraison. Pour les prestations de services, c'est l'encaissement.
le fait générateur et l'encaissement, l'exigibilité. Et pour prestation de service avec option, le fait générateur, c'est la livraison et l'exigibilité, c'est la livraison. Les acomptes, point majeur qu'on a pour les CG, auxquels il y a beaucoup d'étudiants qui perdent des points. Alors, je vous rappelle que quand on a un montant TTC et la TVA est à 20%, on passe du TTC au montant de la TVA en faisant une simple division par 6. Un compte de 3 000 euros TTC avant la livraison, donc 512 banques 3 000 et 41,91 clients avancés un compte reçu pour 3 000. Il y a une TVA. Donc la TVA, c'est 3 000 divisé par 6, ça fait 500 euros. Donc on a une TVA à régulariser en attendant que la facture ait lieu pour 500 euros. Et on a une TVA collectée parce que le fait générateur est le paiement d'un acompte. 44 571 TVA collectée pour 500 euros. On avait vu ceci, mais je devais le synthétiser ici. Synthèse globale, 51, 12 chèques encaissés. Le risque, c'est surévaluer la banque si je mets dans le compte 512 tout de suite. Effet remis à l'encaissement 51,13, confusion avec 51,14, avec le compte 413, c'est-à-dire 413, je l'ai toujours en main, à l'encaissement. Pareil, effet remise à l'escompte. Et le compte 51,14 et confusion avec le compte 41,13. Virement interne 58, solde anormal s'il n'est pas soldé et à compte de bien 41,91 avec une TVA qui est anticipée, à compte service 441,91 ou pas oublier la TVA, et auto-liquidation de la TVA, notamment lorsqu'il y a des opérations d'importation, exportation, d'importation ou TVA intracommunautaire. J'ai terminé par vous dire ceci, après on fera les applications. La comptabilisation des moyens de paiement suppose une analyse rigoureuse de la nature de l'opération, de la chronologie des flux et du régime de la TVA applicable. La maîtrise des comptes transitoires, des règles d'exigibilité et de mécanismes spécifiques tels que les acomptes et l'autoliquidation constituent une condition essentielle pour assurer la fiabilité des comptes et réussir le lieu neuf du DCG avec une note, si possible, sur les écritures courantes maximum. Donc tout ce que je viens de vous citer sont tous les cas où les étudiants perdent des points sur le fait générateur de la TVA, sur les acomptes où il n'y a pas de TVA qui a été calculé correctement, ou si on fait 20% du montant qu'on a encaissé, on encaisse, je vous rappelle, un montant TTC, on n'encaisse pas un montant hors taxe.